Alors, qui peut nous dire pour vous, c'est quoi un buffer overflow? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme? C'est lorsque Alors, plus oui, de données sont mises dans un tampon qui a une longueur fixe et que avec le tampon ne peut pas gérer, donc il y a un buffer overflow qui se produit. d'accord. Alors, selon votre camarade, un buffer overflow, alors il y en a une autre définition de la part de M. Saoudi qui dit que c'est une défaillance ou un bug qui se produit lorsque qu'un processus tente d'écrire dans un espace hors du sien, donc en dehors de l'espace qui lui est réservé. Alors, tout d'abord, c'est quoi un tampon? Parce que vous parlez tous d'un débordement de tampon. Donc, un tampon, c'est tout simplement un espace mémoire, donc un emplacement dans la mémoire. Donc, c'est des cases. Il faut savoir déjà que la mémoire, c'est un ensemble de cases adjacentes, donc l'une à côté de l'autre, qui est allouée au programme. À la demande de ce dernier. Donc, un tampon, ça va être quoi? Ça va être tout simplement une zone mémoire, donc un emplacement mémoire, où une application pourra gérer des données dont elle en aura besoin lors de son exécution. Donc, un buffer overflow, ou bien ce qu'on appelle un dépassement de tampon, bien un dépassement de mémoire, c'est tout simplement une vulnérabilité qui est très courante, donc qu'on trouve souvent dans des applications, qui se produit lorsque déjà le programme dans ses inputs, donc dans ses entrées, va accepter plus de données que la capacité du tampon qu'il possède. On peut citer plusieurs exemples. Par exemple, ça arrive souvent dans les chaînes de caractères. Par exemple, lorsque vous remplissez un formulaire, dans un champ de texte, si la structure de données qui reçoit le champ de texte est une structure qui peut accueillir 20 caractères, et que vous autorisez dans le formulaire de saisie ou bien dans le champ de saisie et dans la variable de transmission de données, vous autorisez l'utilisateur à envoyer plus de 20 caractères, par exemple dans certains cas 50 jusqu'à 100 caractères. Dans ce cas de figure, il va y avoir ce qu'on appelle un débordement de tampon dans la mémoire. Généralement, ce problème arrive souvent lorsque vous affectez par exemple un tableau en mémoire, mais que la variable intermédiaire est une variable de type char. Et qu'au niveau du formulaire, vous ne mettez aucune variable de contrôle. Donc le formulaire, il est de type long char par exemple, ou bien char tout simplement. L'utilisateur pourra saisir la chaîne de caractères qu'il veut. Donc il peut saisir jusqu'à 100, généralement 100 caractères. Et vous allez transférer cette variable, cette chaîne saisie sans un contrôle de longueur préalable vers une variable intermédiaire. Ensuite, vous allez mettre le contenu de la variable dans un tableau. Donc, automatiquement, ce qui va se produire, c'est que au niveau de la mémoire, il va commencer à remplir les cases du tableau. Une fois dépassé les cases de ce tableau, il va commencer à écrire dans des zones mémoire non allouées. Qui dit zone mémoire non allouée, ça veut dire que c'est des zones qui sont en dehors de la zone allouée à ce programme. Et là, vous allez écraser beaucoup de variables qui existent dans cette mémoire. On verra par la suite ce que vous allez écraser et comment ça va se produire. Alors, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, l'attaquant, il va tout simplement essayer d'exploiter cette vulnérabilité, non pas pour envoyer un code arbitraire qui va tout simplement cracher la machine, puisque bon, là, ça ne sert pas à grand-chose. C'est facile, très trivial de cracher un serveur ou bien une application.
mais plutôt généralement, le but du buffer overflow, c'est de faire de l'exécution. Donc, en d'autres termes, de pouvoir exécuter ce qu'on appelle un shell à distance, soit dans le but d'accéder à des informations critiques, ou bien de modifier les programmes, ou bien tout simplement d'endommager des fichiers de données. Alors, qui peut me dire c'est quoi un shellcode? Monsieur, Oui, un ensemble d'instructions malveillantes qui permettent de compromettre une machine victime. Si. pourquoi vous dites malveillant? Est-ce qu'un shellcode est forcément malveillant? Non, pas forcément, mais dans notre cas, on parle d'injecter du code malveillant. D'accord. Donc, dans l'absolu, un shellcode, c'est une chaîne de caractères qui représente un ensemble d'instructions. Généralement, les shellcodes sont dans un langage non évolué, donc généralement, soit ils sont en assembleur, soit en opcode, qu'on va envoyer vers une cible, ou bien un programme, pour exécuter une séquence d'instructions qui peut être soit malveillante, soit bienveillante. Mais de base, c'est surtout pour ouvrir un remote shell, non? Ben, pas forcément. Vous l'avez dit. Si l'échelle, c'est uniquement pour ouvrir un remote shell, il n'y aurait pas de remote shell. Il faut savoir que les remote shell, c'est une sous-catégorie de shell. D'accord. Vous verrez lors de votre vie professionnelle par la suite, je l'espère, que les shells, on peut en faire beaucoup de choses. Les remote shells, ce n'est qu'une infime partie des shells. Alors, vous entendez souvent parler des remote shells pour une raison très simple, parce que c'est les shells les plus démonstratifs qu'on utilise lors des cours de sécurité et lors des démonstrations. C'est le moyen le plus facile pour démontrer que ça marche, parce qu'on est arrivé à ouvrir un port ou un compte sur une machine distante. Sinon, les shells, généralement, on fait énormément de choses avec. Monsieur, j'ai pas compris le shellcode. Alors, un shellcode, c'est tout simplement, c'est un ensemble d'instructions qu'on peut envoyer vers une machine, qu'on peut injecter dans une machine, afin d'exécuter une tâche qu'on souhaitait exécuter. Généralement, le shellcode est écrit souvent, même très souvent, dans des langages de base non évolués. C'est aussi simple que ça. Ça peut être n'importe quelles instructions, n'importe quoi, quoi. Ça peut être n'importe quoi. Vous verrez par la suite, il y a même des shellcodes qui n'ont aucun sens. On verra une démonstration en TP, enfin on en verra plusieurs en TP, où on peut avoir des shellcodes qui ne signifient absolument rien. C'est des shellcodes de test qu'on envoie uniquement pour tester certaines choses. Et pour cela, on n'est pas obligé de leur donner un sens. D'accord. Alors, la question qu'on se pose maintenant, sachant qu'on sait tous c'est quoi un buffer overflow, à votre avis, pourquoi il y a autant d'applications et de programmes qui sont vulnérables? Alors, j'attends vos réponses. Puisqu'on a dit que c'est tout simplement un débordement de tampon, qu'est-ce qui empêche les programmeurs de faire en sorte que ce débordement n'existe pas? D'accord? Ça, c'est un premier motif. Alors, Saoudi et Nabawi, vous avez la même idée, c'est l'absence de contrôle. Effectivement, l'absence de contrôle a toujours été l'une des raisons pour laquelle il y a le plus de failles et de vulnérabilités en termes de sécurité. Alors, à vrai dire, ce n'est pas l'absence de contrôle de manière générale, mais c'est le manque de vérification des limites. Et de quelles limites on est en train de parler? On est en train de parler des limites de variables. Car souvent, lorsqu'on fait de la programmation, surtout si on parle de programmation modulaire,
Donc, ça veut dire que nous avons affaire à un logiciel, bien une application composée de plusieurs modules. Donc, souvent, il y a ce qu'on appelle la transmission de variables entre différents modules, soit lors d'appels de fonction, soit lors d'appels de procédure. Et souvent, comment se fait le développement? Donc, ce n'est pas la même personne qui va tout développer. Donc, vous avez plusieurs équipes de développement, chacune est responsable de gérer une partie du logiciel ou de l'application. Et quand on demande à quelqu'un, par exemple, de développer, on vous dit, voilà, vous devez développer une procédure, par exemple, qui reçoit un flux de données sur lequel vous devez effectuer tel traitement, ensuite nous retourner tel résultat. Donc, l'une des erreurs qui est commise, c'est que la personne qui va développer ce module, soit dans les variables d'entrée, soit dans les variables intermédiaires, elle ne va pas faire attention à la taille qui peut éventuellement être saisie. Pourquoi on dit éventuellement être saisie? Parce que dans le cahier de charge, on va lui dire, par exemple, veuillez développer un module qui va traiter une variable d'une taille, par exemple, de 1000 caractères. Seulement la personne qui a développé l'interface de saisie, c'est vrai qu'elle va utiliser une variable pour la transmission de données, mais elle ne va pas forcément vérifier que la variable en entrée ne dépasse pas la taille de 1000 caractères. Donc, celui qui travaille sur les modules intermédiaires ou sur d'autres modules, pour lui, le contrôle s'est fait a priori. Donc, il n'a pas à refaire le contrôle à chaque fois qu'il y a un développement d'un nouveau module. Une autre raison qui fait en sorte que ces vulnérabilités existent, c'est que souvent les développeurs utilisent des anciennes versions des langages de programmation, et ceci pour une raison. Il faut savoir que les nouvelles versions, généralement, les développeurs de ces langages font attention à ce type de vulnérabilité. Par exemple, il y a beaucoup de types de variables que vous ne pouvez pas utiliser quand vous voulez. L'utilisation des pointeurs est beaucoup plus contrôlée, notamment au niveau de la mémoire. Donc, vous aurez toujours des warnings, voire même des erreurs lors de la compilation qui vous empêchent ou bien qui font en sorte que la structure des données en mémoire ne soit pas vulnérable par rapport au buffer overflow. Aussi, il y a beaucoup de fonctions qui sont considérées comme dangereuses et vulnérables, notamment lorsqu'on traite des chaînes de caractères. Donc, il y a beaucoup de fonctions qui sont bannies. Alors, elles ne sont pas bannies lors de la programmation par le langage lui-même, parce que c'est des fonctions qui sont utiles dans certains cas de figure, mais lors de l'élaboration des best practices en matière de ce qu'on appelle secured code, donc comment faire du développement sécurisé, c'est là qu'on vous dit que telle fonction ne doit pas être utilisée, telle et telle fonction, vous ne devez pas les utiliser, mais vous devez les remplacer par telle fonction, pour une raison très simple, que telle fonction, par exemple, peut générer telle et telle vulnérabilité s'il n'y a pas les contrôles nécessaires. Et comme on sait pertinemment qu'un développeur a ce qu'on appelle une obligation de résultat, donc il est dans l'obligation de fournir des modules à des dates précises. Donc pour lui, ce qui est le plus important pour lui, c'est la productivité. Et pour être plus productif, il ne va pas s'intéresser aux différents aspects liés à la sécurité. Parce que pour lui, ça lui fait perdre du temps. Mais ce qu'on attend de lui, c'est qu'il remette des modules qui sont prêts et fonctionnels. Et comme on en a parlé tout à l'heure, le manque de bonnes pratiques en matière de programmation. Aussi, il y a un autre problème, c'est que généralement, les principes de filtrage et de validation appropriés ne sont pas clairement définis. Donc, généralement, les développeurs d'applications, lorsqu'ils travaillent avec leurs développeurs, ne définissent pas des règles très précises pour dire voilà comment vous devez filtrer telle variable, voilà comment vous devez faire le filtrage au niveau des champs de saisie, etc. Que ce soit des filtrages en termes de taille ou bien en termes de nature des données qui sont saisies. Alors, un autre problème, c'est que souvent les machines permettent une exécution d'un code qui est présent dans le segment de pile. Alors, c'est quelque chose qu'on ne peut pas interdire parce qu'il y a beaucoup de routines système et de programmes système, notamment au niveau des OS,
ou ailleurs qui nécessite une exécution au niveau de la pile. Or, c'est cette exécution au niveau de la pile qui est exploitée par un attaquant lorsqu'il fait du buffer overflow. Et là, vous allez le voir par la suite, que ce que cherche à faire cet attaquant, c'est beaucoup plus à écraser l'adresse de retour au niveau de la pile pour pointer le registre EIP directement vers le shellcode qu'il a inséré dans son champ de saisie. Et c'est ce shellcode qui va s'exécuter en étant à l'intérieur de la pile. Il y a aussi l'erreur d'allocation de mémoire. Alors, souvent les développeurs, lorsqu'ils travaillent avec des pointeurs, peuvent facilement faire des erreurs lorsqu'ils font leurs calculs pour l'allocation, au niveau de l'allocation mémoire. Donc, ils peuvent autoriser de manière involontaire les pointeurs de pointer en dehors des zones réservées au programme qu'ils sont en train d'utiliser. Et évidemment, l'assainissement insuffisant des entrées. Alors, il faut savoir que quand on parle de buffer overflow, on parle généralement de deux types de buffer overflow. Ce qu'on appelle le stake-based overflow et le heap-based overflow. On va commencer par voir ce qu'on appelle le buffer flow basé sur la pile. Alors, qui peut nous dire c'est quoi une pile mémoire? Au niveau de la mémoire, c'est quoi une pile? C'est une structure de données. Oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle marche avec le principe LIFO. D'accord. Alors, comme l'a dit Hamadash, confirmé par Hamdi Delia, alors, une pile, c'est tout simplement une structure de données en mémoire qui fonctionne en mode LIFO, donc last in, first out. Donc, si on essaye de voir plus en détail, généralement, la pile, on l'utilise surtout quand on fait de l'allocation statique de mémoire. Et c'est là que les éléments vont être empilés en mode LIFO. Il faut savoir que de manière essentiellement, donc de manière principale, il existe deux types d'opérations au niveau de la pile. Ce qu'on appelle le putsch, donc ça veut dire mettre les données dans la pile, et ce qu'on appelle le pop, donc retirer la donnée de la pile. Donc c'est les deux opérations les plus importantes qui vont se faire au niveau de la pile. Vous verrez par la suite dans les séances de TP, lorsqu'on travaillera avec Immunity et compagnie, au niveau de la pile, c'est les opérations les plus importantes qui vont nous permettre de savoir quand est-ce qu'il y a eu un changement de contexte, quand est-ce qu'on a fait appel à une nouvelle fonction, quand est-ce qu'on a fait appel à une nouvelle variable, etc. Donc, à chaque fois qu'une donnée sera stockée dans la pile, ça va être des putsch. À chaque fois que des données sont retirées de la pile, ça va être des pop. Et vous remarquerez aussi que lorsque vous allez injecter un shellcode, ce sera au niveau de la pile qu'il sera injecté et qu'il va écraser les différentes variables qui sont empilées au niveau de la mémoire. Alors, il faut savoir que généralement, la pile mémoire va utiliser 5 types de registres. Alors, 5 types de registres. Alors, à savoir le registre EBP, le registre ESP, le registre EIP, le registre ESI et le registre EDI. Donc, c'est les 5 registres qu'on va utiliser le plus lorsqu'on travaillera sur le buffer overflow. Alors, le registre EBP, c'est un registre qui sert généralement à enregistrer l'adresse de la première donnée
qu'on a empilées dans la pile. La première donnée par rapport au programme en cours d'exécution. Donc, c'est en quelque sorte, ça va être notre sommet de pile. L'ESP, par contre, va enregistrer l'adresse du prochain élément de données qu'on va stocker dans la pile. EIP, il contiendra l'adresse de l'instruction à exécuter. ESI va maintenir l'index source des différentes opérations de chaîne. Donc, on va utiliser pour les différents calculs. Alors que EDI va maintenir l'index de destination pour les différentes opérations qu'on fera sur les chaînes de caractères. Donc, la première chose qui se produit lorsqu'une fonction va démarrer l'exécution, il va y avoir une trame de pile qui va être empilée dans le registre ESP. Pourquoi? Parce que c'est lui qui indique, comme on l'avait dit tout à l'heure, l'adresse du prochain élément de données qu'on va stocker dans la pile. Donc, avant même de le stocker, son adresse sera mise au niveau de ESP. Lorsqu'on va exécuter une fonction return, donc la trame de pile va être dépilée. Donc la donnée va être dépilée et l'exécution va reprendre à partir de l'adresse de retour qui est stockée dans le registre EIP, qui lui indique l'adresse de la prochaine instruction. C'est ce qu'on appelle généralement, je pense que vous avez vu ça en système, c'est le changement de contexte. Est-ce que vous l'avez vu en système? Ce qu'on appelle le changement de contexte lorsqu'on fait un appel voilà. Lorsqu'on fait un appel de procédure ou bien un appel de fonction. Alors, dans le cas où une application est vulnérable à un buffer overflow basé sur la pile, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le contrôle du registre EIP pour remplacer l'adresse de retour de la fonction par celle du code malveillant, ce qui va lui permettre d'accéder au shell du système, sur le système cible. Donc, en résumé, que va faire l'attaquant? Il va injecter un shell, ensuite il va modifier la valeur contenue dans EIP. Comme ça, le système, quand il va aller récupérer l'adresse qu'il y a dans EIP pour pointer vers la fonction de retour, au lieu de pointer vers la fonction de retour, il va pointer vers l'adresse de votre shellcode que vous aurez calculé au préalable, de telle manière à écraser l'ancienne valeur de EIP par la valeur que vous voulez vous-même. Dit comme ça semble très compliqué à faire. Comment je vais savoir où se trouve mon shellcode? Comment savoir combien de données je vais injecter pour écraser la valeur de IP? Donc tout ça, c'est des questions qui doivent vous traverser l'esprit avant de pouvoir arriver à réaliser ce qu'on appelle un vrai buffer overflow. Alors, la figure que vous voyez ici vous montre ce qu'on appelle une pile dans un état normal. Une pile lorsque un attaquant appelle une fonction et une pile lorsqu'un attaquant, une attaque de type buffer overflow est en cours d'exécution au niveau de la pile. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'une fonction va démarrer son exécution, donc il y a une trame de pile qui est stockée. Donc c'est des données qui sont stockées au niveau de la pile. Donc, ces données vont stocker des informations et ils sont empilés dans la pile et l'adresse est stockée dans ESP, comme on l'a dit tout à l'heure. Lorsqu'une fonction va se terminer, donc il y a une trame de la pile qui est extraite de cette pile et l'exécution va reprendre à l'adresse de retour qui était stockée dans le registre EIP. Donc, la pile va reprendre son état normal comme s'il n'y a jamais eu l'exécution de ce programme. Il faut savoir qu'au niveau de la pile, comment ça se passe? Il y a des programmes qui sont en cours d'exécution. À un moment donné, il y a soit une interruption, qui provient soit du système, soit de l'utilisateur. Donc, le contexte actuel est stocké dans la pile et on va ramener les données du nouveau programme qui va être exécuté. Une fois ces données, qu'on a fini avec ce programme, on doit nettoyer la pile. La nettoyer, ça veut dire quoi? Ça veut dire les données qu'on a importées, que ce soit des données statiques ou bien des données qui vont être traitées par l'utilisateur, on va les vider de la pile. Et on doit retrouver la pile dans l'état dans lequel elle était avant l'exécution de ce programme. Donc, par conséquent, si une application ou un programme est vulnérable à des attaques par buffer overflow, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement prendre
le contrôle du registre IP, tel que vous le voyez à ce niveau-là, de telle manière à modifier l'adresse de retour. Donc, s'il y avait une adresse de retour qui était là, qui pointait vers quelque part ici dans la mémoire, donc, la pile, il faudra prendre du bas vers le haut, d'accord? Donc, le fait d'écraser cette adresse, l'attaquant va faire en sorte que, comment on appelle ça? Que EIP pointe vers son code malicieux, qui se trouve à ce niveau-là. Ceci va permettre au système d'accéder au shell et par conséquent d'exécuter la portion de code malicieux. Bon, là, ce n'est qu'un exemple, c'est pour ça que je l'ai mis de côté, mais généralement, quand on injecte un shellcode, il y a deux façons de faire. Soit le shellcode, il est au-dessus de IP, donc j'ai écrasé des données qui se trouvent à ce niveau-là, soit il est en dessous de IP, donc j'ai écrasé des données qui se trouvent à ce niveau-là. Et là, on verra durant les séances de TP. Bon, pour ce cours, je pense qu'on va faire 2 ou 3 séances de TP. On va essayer même de faire certaines manipulations durant le prochain cours. Ça vous permettra de mieux comprendre le principe des buffer overflow. Alors, maintenant, on va voir rapidement le deuxième type de buffer overflow, ce qu'on appelle les heap-based overflow. Alors, le heap memory, c'est généralement, ça veut dire que la mémoire est allouée de manière dynamique au moment de l'exécution. Donc, dans l'exécution du programme, on va stocker les données de ce programme. Donc, un heap-based overflow, qu'est-ce qu'il va se produire quand? Il va se produire lorsqu'un bloc mémoire est alloué à un heap et que des données sont écrites sans aucune vérification de limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il va y avoir un écrasement des données tel que vous le voyez au niveau de la figure en bas. Maintenant, cette vulnérabilité va faire en sorte que le pointeur d'objet dynamique soit écrasé, que des entêtes de heap soient écrasées, de même que les données qu'il y a au niveau de votre heap, que ce soit des tables ou bien des fonctions virtuelles. Donc, généralement, les attaquants vont exploiter les heap-based overflow pour soit prendre le contrôle d'exécution d'un programme. Seulement, la différence par rapport au stake-based overflow, le heap-based overflow est incohérent. Ça veut dire que les techniques d'exploitation sont différentes. Pourquoi? Parce qu'au niveau d'un stake-based overflow, vous allez faire des calculs au préalable et là, vous allez savoir exactement où va se trouver votre registre. Donc, c'est des techniques, c'est une méthodologie qui est assez cohérente et, comment dirais-je, une méthodologie arrêtée. Donc, vous pouvez la reproduire sur différents serveurs. Par contre, quand on parle d'un heap-based overflow, même si j'ai deux machines qui fonctionnent de la même manière, avec les mêmes programmes, si mon, comment dirais-je, mon exploitation fonctionne à un instant T, même sur la même machine, à l'instant T plus 1, elle peut ne pas fonctionner. Parce que si je relance le programme, ça ne va pas être la même disposition dans la mémoire, ça ne va pas être le même heap. Donc, toute la structure aura changé. Alors, on va essayer de voir rapidement de manière théorique. Ne vous inquiétez pas si je vous dis de manière théorique, c'est parce qu'on est dans le cours, mais tout ça, on va le revoir vraiment dans le détail du détail lors du prochain TP qui traitera des injections SQL. On va travailler avec des debuggers où vous allez voir dans le détail la mémoire, de quoi elle est composée, comment est-ce que les choses se font, quelles sont les instructions que vous allez utiliser, etc. Alors, comment est-ce qu'on exploite un buffer overflow? Alors, il faut savoir que généralement, pour exploiter un buffer overflow, on passe par 8 étapes. Alors, premièrement, on fait du spiking, ensuite on fait du fuzzing, ensuite on identifie l'offset dans lequel on travaille.
pour finalement écraser la valeur du registre EIP, identifier les bêtes chars, identifier les droits des différents modules, générer un shellcode et enfin obtenir l'accès route. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Pas de questions, je peux continuer. Monsieur, tous les buffer overflow sont faits pour obtenir l'accès route. Généralement, le but d'un buffer overflow, c'est d'obtenir un accès route. Ça, c'est le but ultime. Maintenant, dans certains cas de figure, vous pouvez avoir certaines personnes qui visent uniquement à crasher un serveur. Je peux viser à ne pas obtenir un accès route, mais à récupérer certaines données certaines données d'un serveur. Mais le but ultime, en quelque sorte, c'est d'avoir l'accès route. Ça, si vous voulez, c'est le Graal en quelque sorte. Mais ce n'est pas forcément toujours l'objectif. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur. Oui. Monsieur, si on exécute les buffer overflow sur nos propres machines, par exemple, c'est quoi le but? Alors, c'est quoi le but d'exécuter un buffer overflow sur votre propre machine? Alors, il peut y avoir différents buts. Je vous donne un exemple très simple. Quand quelqu'un, par exemple, vous dit, voilà, moi, je veux utiliser un Office. Je prends l'exemple de l'Office. Un Office 2019, mais je n'ai pas la clé. C'est quoi la solution? Je n'ai pas envie de l'acheter. Qu'est-ce que vous faites? Généralement, c'est télécharger un crack. D'accord. Le crack, comment il fonctionne? Je ne parle pas des générateurs de serial number. Hein. Je parle des cracks. C'est quoi le principe d'un crack? Est-ce que vous êtes déjà intéressé à la question? Monsieur, Oui. on peut bloquer l'adresse IP de, par exemple, je sais pas, le lien d'activation de Microsoft pour l'Office dans le fichier ETC. D'accord, vous bloquez le lien d'activation, mais au bout d'un certain temps, votre Office lui-même, il va se bloquer, même s'il n'est pas connecté à Internet. Hein. Non, il essaiera d'activer, mais sans succès. Du coup, tout le temps, il sera en train d'essayer. Oui, mais au bout d'un certain temps, il va finir par être verrouillé. Le crack, il modifie le programme de telle sorte à ce que dès que la partie qui vérifie les licences et tout, elle est changée ou là. Oui, mais comment est-ce qu'il le modifie puisqu'il n'a pas le code source? Moi, je n'ai pas le code source d'une application. Comment je peux la modifier? Alors, généralement, le principe, c'est que la personne qui va créer ce crack, en quelque sorte, va essayer de... Alors, avant de répondre, je vais répondre à M. Saoudi. Il faut savoir que pour les produits Office, c'est vrai, si vous bloquez l'adresse du serveur de validation, ils sont faits de telle manière qu'ils ne vont pas automatiquement se verrouiller. Mais seulement, ils ont un protocole interne qui fonctionne comment? Il va vous empêcher, il va pas se valider. Donc, ça va être des licences de test, valides 6 mois, renouvelables 5 fois. Ça veut dire, si le délai de 6 mois s'écoule 5 fois de suite, il va automatiquement se verrouiller. Et vous n'aurez plus accès à l'outil en question, quel que soit l'outil, hein, que ce soit un OS, que ce soit Office ou autre chose. Alors, pour revenir vers l'histoire du crack, alors la personne qui va développer un crack, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement essayer de faire du reverse. Un reverse, c'est quoi? Ça veut dire qu'elle va utiliser un debugger ou un désassembleur pour essayer d'exécuter le programme et essayer de comprendre la logique de fonctionnement qu'il y a derrière. Maintenant, il y a deux façons de faire. Soit elle va le comprendre tellement bien qu'elle pourra modifier certaines variables, soit, dans d'autres cas, elle va faire ce qu'on appelle un buffer overflow local. Le but de ce buffer overflow local, c'est quoi? C'est que vous-même, quand vous allez utiliser une application, vous n'êtes pas administrateur de cette application, surtout si elle est verrouillée.
Donc, vous avez les droits et les privilèges que vous donne le système par rapport à ce qui a été développé. Donc, le but de faire ce buffer overflow, c'est de pouvoir bypasser certaines fonctionnalités du système de telle manière à désactiver le fonctionnement de certaines parties du programme. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'on pourra, j'espère qu'on aura le temps de voir un exemple sur ça. L'année passée, si ma mémoire est bonne, c'était un test qu'ont eu les étudiants par rapport à cette question. Ils devaient tout simplement prendre des applications réelles qu'on leur a données et de faire un buffer overflow sur ces applications, soit pour en prendre le contrôle, soit pour bypasser les contrôles de sécurité qu'il y avait dessus. Alors, jusqu'à maintenant, vous avez eu 2 questions. Pas d'autres questions? Alors, tout ces sauter les instructions de vérification ne marche pas forcément. Ce n'est pas aussi rudimentaire, sinon tout le monde aurait créé son propre crack. Alors, puisque vous n'avez pas d'autres questions, c'est moi qui aurai des questions à vous poser. C'est pour ça que j'ai insisté à cette partie. Alors, expliquez-moi, c'est quoi le spiking, c'est quoi le footing, c'est quoi l'offset et c'est quoi les bed tracks? Alors, le spiking, c'est ce qui est écrit là. Le footing, c'est ce qui est écrit là. Et les bed tracks, c'est ce qui est écrit à ce niveau-là. Alors, mademoiselle Dria, est-ce que vous avez une idée sur c'est quoi le spiking, le footing ou bien les bed tracks? Seulement le phasing. Le phasing, c'est en fait envoyer du noise quoi pour on va dire c'est comme dans les transmissions quand on dit du brouillage. D'accord. Alors ça c'est une définition qui est propre aux transmissions. Alors on va demander à Monsieur Tounsi. Alors Monsieur Tounsi, est-ce que vous avez une idée sur les bed tracks, le spiking ou bien le fuzing? Non. Alors. Les bad characters, c'est pas justement les variables qui sont pas vérifiées. Non, c'est pas ça. Alors, Monsieur Saoudi, ça vous avez une idée? Non, monsieur. Hamadash. C'est pas pour trouver ce qui est vulnérable dans le programme HADAC. Vous parlez de quoi? Le spiking. Oui, peut-être. Alors, on va commencer. Alors, la phase 1 qui est le spiking. Ou bien ce qu'on appelle, alors, dans la première phase, on avait dit faire du spiking. Alors, le spiking, c'est quoi? Alors, il faut savoir que le spiking permet aux attaquants d'envoyer des paquets TCP ou UDP qui ont été spécialement modelés pour le serveur vulnérable afin de le faire planter. Donc, en quelque sorte, le but, c'est d'aider un attaquant à identifier des vulnérabilités dans les applications cibles. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va établir une connexion avec le serveur cible en utilisant Netcat. Ensuite, on va générer des paquets, ce qu'on appelle des modèles de spiking. Dans notre cas, alors j'ai une fonction que je juge vulnérable dans mon programme qui s'appelle la fonction stat. Je lis la fonction stat, elle fait un readline, string, etc. Et j'essaye de générer des paquets que je donnerai à mon outil, des modèles, donc en d'autres termes, des fonctions régulières,
selon laquelle il va générer des paquets qui, eux, vont tester les éventuelles vulnérabilités qui se trouveront au niveau de ma fonction. Et par la suite, je vais envoyer mes paquets vers le serveur cible. Alors, là, la capture que vous voyez ici, c'est une capture d'écran de Immunity Debugger. Donc, comme son nom l'indique, c'est un debugger. Donc là, on voit que la fonction stat n'est pas vulnérable. Pourquoi? Parce que, bon, on a injecté nos données et là, on voit que le programme continue à fonctionner normalement. On a refait la même chose sur une autre fonction qu'on appellera la fonction trun. Et là, vous remarquerez que le programme s'est crashé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Tout à fait en bas, c'est écrit Access Violation, Memory, etc. 41, 41, 41. Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu un débordement de tampon et que le programme s'est crashé. Si vous regardez la pile à ce niveau-là, alors c'est à ce niveau-là que je vous parlais du fait que le programme s'est crashé. Et là, si vous regardez la pile, il y a plein de 41 au niveau de la pile. Ça veut dire quoi, le 41? C'est le code ASCII du caractère A. Ça veut dire, quand j'ai fait mon spiking, j'ai envoyé plein de A, et à un moment donné, ça a créé un débordement de tampon. Alors, il y a un Nabawi qui pose la question, si la fonction stat, ça veut dire qu'il a accès à un code source. Bon, là, c'est un exemple pédagogique. C'est pour ça que je vous ai dit la fonction stat. Par contre, sans avoir accès au code source, en utilisant un outil comme Immunity Debugger, à ce niveau-là, vous allez avoir... Bon, là, je n'ai pas la capture pour, mais à ce niveau... Attendez, je pense que la capture précédente, oui. Voilà. À ce niveau-là, vous avez le code. Alors, un debugger, comment il fait? Vous lui donnez un exécutable, il va vous générer le code assembleur correspondant à cet exécutable. Ça veut dire, il va vous donner les instructions qui s'exécutent en mémoire. Et là, vous allez remarquer que vous allez avoir les noms des différentes fonctions. À ce niveau-là, par exemple. Là, vous verrez en TP qu'on peut facilement reconstruire un programme grâce à un... Enfin, pas facilement. On peut reconstruire un programme grâce à un debugger. Si c'est un petit programme, un gros programme, ce n'est pas évident à faire. Alors, une fois qu'on a fait notre... Monsieur, je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'ai pas compris. Déjà, pourquoi UDP et TCP? Pourquoi on parle de buffer overflow? C'est pas forcément en réseau. Comme vous l'avez déjà dit, ça peut être sur ma machine locale. Pourquoi envoyer ça par TCP et UDP pour... Alors, je sais, peut-être que j'ai omis de le dire. Dans l'exemple qu'on est en train de faire, c'est un serveur distant. C'est pour ça qu'on le fait par TCP UDP. Sans plus. Mais le spiking, ça n'a rien à voir. C'est pas forcément UDP TCP. Non, c'est pas forcément TCP UDP, effectivement. Et ça peut être un serveur local sur lequel je fais mon spiking. Seulement pas, je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes en train de faire du spiking sur une application qui tourne sur votre environnement, par exemple Windows. Pour faire votre spiking, vous utilisez une deuxième machine. Automatiquement, l'envoi, soit vous allez les déplacer vos patterns vers la machine sur laquelle vous faites le test et vous allez les injecter, ou bien vous les faites à partir de la deuxième machine. Oui, Delia. C'est pas possible de faire ça, je veux dire, directement en exécution locale. Non, c'est possible à faire. Je ne vous ai pas dit que ce n'est pas possible. Oui. Vous pouvez le faire en exécution locale. Mais c'est plus simple pour vous, des fois, de le faire sur une machine, sur une deuxième machine, deuxième machine virtuelle. Donc pour résumer, il faut trouver les bons patterns qui font... j'ai pas compris. Alors, généralement, il faut trouver... Alors,
quand vous allez faire votre débugage, vous allez voir qu'il y a certaines variables en entrée. Alors, pour ces variables, vous allez essayer de tester sur différentes fonctions, différents patterns, jusqu'à trouver le pattern qui va faire crasher votre machine, votre programme. D'accord, c'est compris, d'accord. D'accord? Donc, généralement, c'est beaucoup plus des opérations de test. Quand on fait du spiking, c'est beaucoup plus des opérations de test que vous allez faire avec différents patterns de différentes tailles. Parce que le problème qui va se poser, je sais par exemple que je prends une application X. L'application a plusieurs formulaires. Ce que je vais faire du spiking sur les différents formulaires, mais seulement en faisant l'exécution. L'exécution, je vais la faire avec un debugger. Pourquoi? Parce que l'application peut se crasher pour X raisons. Si je suis à la recherche d'un buffer overflow, donc pendant l'exécution, je fais mon spiking et à chaque fois que l'application se crache par rapport à une variable donnée ou à un champ de données précis, je suis en train de voir l'exécution. Si au niveau de l'exécution, je vois par exemple qu'il y a une violation d'accès mémoire et en même temps, je vois comme l'exemple qui est là, qu'il y a eu un débordement au niveau de la pile, je comprends que l'application s'est crashée à cause d'un buffer overflow. Maintenant, si j'ai un autre, bon, je n'ai pas essayé les captures qu'il faut. Maintenant, si j'ai elle s'est crashée, il me donne error système par rapport à telle ou telle fonction, il va rentrer dans des librairies système. Je comprends qu'elle s'est crashée à cause d'un problème de paramétrage ou à cause de variables qui ne sont pas cohérentes. Et là, ce n'est pas très intéressant pour moi. Est-ce que vous comprenez, Dria? Oui, j'ai compris. Je pense avoir compris. Oui. Merci. Alors, on était à... Alors, quand on parle de fuzzing, ça veut dire quoi, le fuzzing? Alors, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? L'attaquant va envoyer une grande quantité d'informations vers le serveur cible afin de réaliser le buffer overflow et d'écraser la valeur du registre IP. Donc, le fuzzing, c'est quoi son but? C'est tout simplement d'identifier quel est le bon nombre d'octets nécessaires pour crasher le serveur. Parce que la première fois, on a crashé, ça s'arrête là. Mais on ne sait pas, est-ce que pour le crasher, il faut 1000 caractères? Est-ce qu'il faut 2000, 15 000, 20 000? Donc, l'information, pourquoi est-ce qu'elle est utile? Parce qu'elle me permettra de connaître l'emplacement exact du registre IP. Je vous donne un exemple. Imaginons que pour crasher, bon, là, dans l'exemple que vous avez, nous avons crashé l'application avec approximativement 2300 caractères de données. Alors, pourquoi est-ce que l'information elle est intéressante? Supposons que je suis en train de faire des tests et j'arrive à crasher une application. Je l'ai crashé avec 5000 caractères. Ceci ne me permet pas de savoir quel est le caractère qui a écrasé mon registre EIP. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer le nombre de caractères. Donc, par exemple, là, à ce niveau-là, je vois qu'il s'est crashé suite à une violation d'accès mémoire. Donc, je vais vers 4000 caractères, il se crache toujours. Je vais vers 3000 caractères, il se crache toujours. Je vais vers 2000 caractères, tiens, il marche. Donc, je vais augmenter. Je vais mettre 2500, il se crache toujours. 2250, il ne se crache pas. Jusqu'à atteindre le nombre exact durant lequel je sais qu'il se crache. Le nombre exact me permet de savoir quoi? Me permet de savoir que c'est là la limite à laquelle il va se cracher. Donc, une valeur en dessous, il ne se crache pas. Une valeur au-dessus, il se crache. Donc, je saurai qu'à partir de cette limite, là, je suis en train d'écrire sur le registre IP. Ça veut dire que c'est à partir de cette... Par exemple, s'il se crache à 2299, il ne se crache pas. 2300, il se crache. Ça veut dire que je saurai que 2299 caractères envoyés, je ne crée pas le débordement. C'est le 3 millième caractère qui va le créer. Donc, c'est le 3 millième caractère doit être la position à partir de laquelle je commence à écrire sur le registre EIP. Ça veut dire à partir du 3 millième caractère, c'est là que je vais commencer à écrire mon adresse de retour. Ça veut dire la valeur que je suis en train de mettre là-bas, c'est elle qui est en train d'écraser. Par exemple, dans mon cas, alors pas dans ce cas-là,
au niveau de cette figure, vous remarquerez en bas qui vous met violation d'accès mémoire, l'adresse 41, 41, 41. Ça veut dire que c'est 4 A qui ont écrasé la valeur EIP. Si je veux mettre une adresse de retour, je ne dois pas avoir 4 A à cette position. Je dois avoir autre chose. Je dois avoir une adresse cohérente qui, elle, sera l'adresse de mon shellcode. Ou bien l'adresse de la fonction que je veux qu'elle soit exécutée à ce moment-là. Si je parle d'un crack, ça va être l'adresse de fonction qui dit oui, le numéro de série est valide. Ça veut dire que je fais un buffer overflow, mais au lieu de cracher l'application, je l'envoie vers l'adresse de la fonction qui dit le numéro de série est valide. Et de cette manière, à chaque fois, si vous voulez, il va bypasser le contrôle en disant le numéro est valide, générer ce qu'il y a lieu de générer, etc. Alors, maintenant, si on veut, comment dirais-je, faire une identification de l'offset. Donc, tout à l'heure, je vous ai donné une technique, je vous ai dit, il suffit de diminuer, augmenter. Maintenant, ça, c'est une technique qui est très, très lente, très difficilement exploitable, parce que, imaginez que j'ai 12 000 caractères, que j'ai envoyé 12 000 caractères, je vais tester pour trouver la valeur exacte. Alors, la solution, c'est de faire quoi? Généralement, on utilise des patterns avec Ruby, qu'on va générer avec Ruby. Généralement, on les génère avec Metasploit pour essayer d'identifier l'offset. Alors, ces patterns, comment est-ce qu'ils sont faits? Ils vont envoyer 0, ils sont composés d'une suite de caractères, mais ce n'est pas uniquement des A ou des B, ça va être une suite numérique. Par exemple, 01, 02, 03, 04, 05, 06, etc. On va injecter ça vers le serveur. Donc, automatiquement, lorsque le serveur va se crasher. Bon, désolé, c'est beaucoup trop flou. Donc, une fois le script exécuté, j'aurai une valeur numérique à ce niveau-là. Et c'est cette valeur numérique qui va m'indiquer. Alors, la valeur, vous la trouvez. Non, je n'ai pas fait la capture. Alors, et c'est cette valeur numérique qui va vous indiquer combien, si vous voulez, de positions on a parcouru. Seulement, le script fait de telle manière n'est pas suffisant. Il va me donner uniquement une suite hexadécimale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ces données qui ont été transmises vers les serveurs qui ont causé l'écrasement de IP, on va lancer un deuxième pattern pour essayer d'identifier l'offset exact. Donc, le deuxième pattern aussi qu'on va lancer en utilisant toujours Metasploit, c'est lui qui va nous donner l'offset exact. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a généré le premier pattern. Donc, quand je lui dis « je suis à telle variable », il va me dire « telle variable se trouve à telle position ». Donc, la figure qui est en bas, on lui a donné la chaîne de caractères qui a créé le débordement. Donc, si vous voyez à ce niveau-là. Donc, automatiquement, elle me donne l'offset correspondant, donc en termes d'adresse mémoire, dans laquelle je devrais mettre mon adresse de retour. Donc, c'est à ce niveau-là. Monsieur, oui, oui, allez-y. donc, la différence entre le phasing et la détermination de, enfin, l'utilisation des patterns, c'est le phasing, il est aléatoire et ça, c'est bien ordonné. Non, alors, les deux patterns, on va les utiliser pour faire du fuzzing. Alors, le fuzzing, comment je peux le faire? Je peux le faire en envoyant uniquement, par exemple, des A. Tout ça. Alors, on a fait du spiking au départ, ensuite on a fait du fuzzing. Alors, seulement, les chaînes de caractères que je vais avoir, lorsque je vais faire mon fuzzing, c'est des chaînes aléatoires. Les patterns, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement me donner des chaînes de la longueur, d'une certaine longueur, mais dont le contenu est adressable. Adressable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux connaître la position exacte de chaque caractère. Donc, les deux patterns, ils vont ni s'injecter ni rien faire. Les deux patterns, ils sont là. C'est un code Ruby qui va me les générer, selon la taille que je vais lui demander. Ensuite, je vais vers mon outil de fuzzing. J'envoie le pattern généré. Alors, ce pattern généré, on peut l'appeler shellcode si vous voulez.
Ensuite, dès que j'ai la valeur qui écrase EIP, que je récupère mon debugger, je l'exécute, je lui la donne au deuxième pattern qui lui va me dire, ah, c'est ça l'adresse de débordement. C'est ça la valeur qui a débordé. Donc voilà l'adresse mémoire dans laquelle se trouve EIP. Alors, l'adresse du shellcode, on y arrivera après. Ne vous inquiétez pas. Pas aujourd'hui. Je répondais à une autre question qui était envoyée. Donc, je disais pour l'adresse du shellcode, vous ne la verrez pas aujourd'hui, mais on la verra lors de la prochaine séance de TP. Alors, le fait d'écraser la valeur du registre IP nous permet, en tant permet à l'attaquant de savoir si le registre IP peut être réellement écrasé et contrôlé par un shellcode ou non. Parce que des fois, vous allez remarquer qu'il y a des systèmes de protection qui sont mis au niveau de la mémoire. Donc, vous allez déborder autant que vous voulez. L'adresse de IP ne sera jamais écrasée. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on verra la suite la prochaine fois. Sur ce, je vous dis, si vous n'avez pas de questions, oui, oui, mais c'est aussi.